On continue à en parler dans un instant avec Éric Woerth, le député Les Républicains de l'Oise. Il est président de la Commission des Finances. On réécoute d'ailleurs la présentation de ces mesures par Agnès Buzyn. Cela correspond à 750 millions d'euros de mesures nouvelles d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire dans les 3 ans qui viennent. 80% de ces financements sont bien dédiés à des ressources humaines, au financement de moyens humains, de recrutement de personnel ou de renfort, que ce soit pour la régulation médicale, que ce soit pour la gestion de lits, que ce soit pour l'aval des urgences. Bonsoir Éric Woerth, vous êtes député Les Républicains de l'Oise, vous êtes président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Votre réaction à ce plan pour sauver les urgences en quelque sorte, 754 millions d'euros sur 3 ans et un certain nombre de mesures de bon sens, disait un progrès, mais qui était inquiet en disant que ça prendrait du temps et trop de temps et que c'était insuffisant. Votre avis? Écoutez, globalement, à chaud, c'était annoncé tout à l'heure, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qu'il faut faire. Donc il y a des mesures qui me semblent tout à fait efficaces. Par exemple, essayer de faire en sorte de réduire le nombre de personnes voulant aller aux urgences. On en connaît tous, partout. Peut-être y est-on allé soi-même, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens et parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est évidemment extrêmement important. Réduire, au fond, la fréquentation des urgences. Augmenter, et sur évidemment, le plan les moyens, budgétaire, notamment les moyens humains. 754 millions. Alors, j'allais y venir. Les 754 millions, aujourd'hui, ils ne sont pas financés. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour les payer, sinon la dette. Ce qui est le cas d'ailleurs d'à peu près tout le budget du pays en ce moment. Il y a beaucoup de dépenses qui se font au fur et à mesure du temps. On voit bien que le pays est en train de lâcher les vannes. Donc il y a des dépenses de cette nature. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. La question peut se poser. Enfin, il faut bien qu'elles reposent sur quelque chose, notamment par exemple sur des économies ou sur d'autres façons d'imaginer le système de soins et de santé. Les économies, c'est votre famille politique qui avait fait la fameuse loi de 2003, la loi Bachelot, de 2009, pardon, avec la tarification à l'acte, qui est maintenant très décriée et qui arrive à ses limites. Ouais, mais vous savez... Donc les économies en matière de santé, on est arrivé peut-être au bout du système. Il n'y a plus d'économies à faire dans aucune matière. Donc moi, je veux bien que la France vive au-dessus de ses moyens. Mais là, on parle de santé. Pas très populaire. Oui, je suis d'accord, mais on peut aussi vivre au fond de ses moyens. La question n'est pas de savoir si on ne doit pas se soigner, si tout le monde ne doit pas avoir accès aux bons soins. C'est évidemment la vérité. Mais chaque génération doit au moins équilibrer ses propres soins de santé. C'est pas de l'investissement. Donc si on ne le fait pas et si on finance par de la dette, c'est les générations suivantes qui vont financer notre propre santé. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre plus d'argent sur les urgences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire autrement. La vérité, c'est l'enfant malade. Les urgences, c'est l'homme ou la femme malade de l'hôpital. Donc il faut faire plus et mieux. Mais enfin, on a aussi, peut-être dans le domaine de l'hôpital, d'autres économies à faire. Dans d'autres pays, il y a plus de soins ambulatoires. Il se passe autrement. Il y a d'autres choses à faire. Les mesures de prévention. La France parle sans arrêt de mesures de prévention. Elle n'en fait jamais. Les mesures de prévention, ça vous évite d'être malade. C'est quand même mieux pour vous et c'est mieux pour le système de soins. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Les retraites, vous avez été ministre du budget puis du travail sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et vous avez été très sévère avec la présentation de la loi retraite. Vous dites Emmanuel Macron se trompe, le cœur des choses c'est l'âge de la retraite, mais ça veut dire que vous êtes hostile à cette idée de retraite à points où pour tous, chaque point équivaut à des droits et finalement pour arriver à théoriquement une forme d'égalité devant la retraite? Je suis favorable au point. Je l'étais d'autant plus que dans l'article 16 de la loi de 2010 que j'ai porté, il y a l'inscription du fait que la France va aller vers un système par points. C'est très intéressant de regarder l'article 10. C'est un régime universel de retraite et à points. On ne le fait pas en 2010 pour une bonne raison, c'est qu'on fait déjà beaucoup de choses. On augmente l'âge de la retraite, il y a beaucoup de gens dans les rues, donc on propose d'avoir un débat de 3 ans, 2013, ce que, évidemment, François Hollande ne fera pas et abandonnera. Donc je suis favorable au point parce que ça permet notamment de faire converger le public et le privé. J'ai aucun problème sur les points. J'ai évidemment aucun problème sur l'âge. Je pense qu'il faut un âge d'accès
à la retraite, qui vous donne l'autorisation de prendre votre retraite. Je suis par contre... L'âge de départ. Absolument, l'âge de départ, qui vous donne le droit de partir. Et après, vous avez des points qui vous disent avec combien vous partez. Bon. Aujourd'hui, c'est des trimestres. C'est un peu pareil, sauf que c'est donné autrement et c'est peut-être plus fluide. C'est pas une révolution entre nous. La GIRC et l'ARCO fonctionnent comme Absolument. ça. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on veuille substituer, le président dit, moi je préférerais substituer à l'âge de départ, c'est-à-dire à l'augmentation au fond de l'âge de départ, à un système de durée de cotisation. Mais alors, là, ça ne marche pas. Parce que la durée de cotisation, c'est très très injuste. D'abord, c'est très injuste entre le privé et le public, parce que les fonctionnaires, ils accumulent leur trimestre, ils n'ont ni carrière hachée, ni carrière à accident. Et puis ceux qui rentrent tard, après leurs études. Sur le marché du travail, après leurs études. C'est très injuste pour les étudiants et pour les cadres. Un jeune qui décide à 18 ans de faire des études, il n'est pas en vacances. Il travaille à se qualifier. Un jeune qui a 18 ans ne fait pas d'études pour telle et telle raison, c'est pas le problème des retraites, c'est le problème de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Mais vous n'avez pas le sentiment que le gouvernement a du coup ouvert là depuis quelques jours et que ça va être moins... Enfin, on n'en est plus là, on a rouvert le jeu et... J'en sais rien, c'est extrêmement compliqué. Je trouve que c'est sur ces sujets, il faut être très clair. Et le gouvernement ne l'est pas, il a peur. En réalité, c'est un gouvernement tétanisé par la réforme qu'il a décidé de faire, à juste titre. Les retraites, on a fait il y a 10 ans une réforme fondamentale. Il faut continuer, parce que c'est comme la vie, ça change beaucoup. Donc c'est très bien de terminer la convergence que nous avons très largement entamée. Et vous ne pensez pas que c'est très bien de faire des concertations qui durent un peu, parce qu'il faut entraîner les gens, leur expliquer. Et vous avez eu une phrase assez dure, là. C'est pas uniquement faire plaisir à la CFDT qui sauvera la planète ou la France. Écoutez, Laurent Berger vous a répondu, il était sur mon plateau jeudi. Wörth, il appartient à un courant politique avec lequel on n'a pas eu peur, quand on a estimé qu'il fallait le faire, de s'engager également. C'était le cas en 2003 sur une réforme des retraites. Vous en rappelez ? Avec François Fillon. Oui, avec François Fillon. Et depuis ce temps-là, 1 million de travailleurs sont partis avant l'âge légal de la retraite pour carrière longue. Parce qu'on considérait que c'était juste. Parce qu'on considérait que le système par répartition, à l'époque, était en difficulté financière, on l'a fait. Donc, vous savez, nous, on demande à ce que personne nous fasse plaisir. On demande à ce qu'on réponde à nos revendications. Voilà. Non mais la CFDT est un syndicat responsable, mais on peut ne pas être d'accord. Et je pense qu'en 2003, ils sont d'accord pour augmenter la durée de cotisation, au fond. Et puis à un moment donné, de faire mieux converger le secteur public et le secteur privé. Il faut terminer cela. Je dis simplement que de ne pas aborder le problème de l'âge, c'est ce que ne veut pas la CFDT. D'ailleurs, la CFDT va s'opposer à la réforme de 2010. C'est incroyable de parler de retraite et de pas de parler d'âge. C'est comme si on parlait de l'audiovisuel sans parler de caméra, de talk-show, de lumière et d'internet. Donc c'est une question d'âge, la retraite. Je veux dire, et d'ailleurs les Français, ils attendent 2 réponses. À quel âge je pars et avec combien je pars par rapport à mon dernier salaire. Et il faut que les gens soient égaux devant l'âge. Après, il y a des carrières longues. Oui, les carrières longues prennent en compte. Vous avez parlé cela. des étudiants, mais on peut parler aussi des apprentis qui ont commencé à travailler très, très jeunes. Et mais qui ils sont déjà pris en compte. Comme s'il n'y avait rien. Ils sont déjà pris en compte. Ce que disait d'ailleurs Laurent Berger. Les carrières longues, vous avez commencé à 16 ans, à 17 ans, vous avez commencé à 15 ans. Bon, vous commencez à 18 ans, vous êtes majeur, vous ne faites pas d'études. Encore une fois, pour des raisons X ou Y, vous ne faites pas d'études, vous rentrez sur le marché du travail, c'est normal. Et c'est normal que l'étudiant qui décide de se qualifier, parce que la France, elle connaîtra du chômage si les Français ne sont pas qualifiés, qui va passer des examens, il n'est pas en vacances, il est assez logique que l'un et l'autre aient accès à l'âge de la retraite, à la retraite au même âge, sauf pénibilité. Et nous avons introduit en 2010 vous une vraie notion de pénibilité. Vous disiez le gouvernement est timoré. Donc, vous pensez qu'il faut qu'il accélère sur cette question parce qu'il est question que ce soit après les municipales, qu'on ait, disons, au 3e trimestre, peut-être 2020, on n'a jamais au 2e trimestre 2020, pardon. Écoutez, nous, au moins à droite, on a une grosse expérience de réforme des retraites, vu qu'on en a fait au moins 3. Donc c'est beaucoup. Et la réforme de Mme Touraine, c'était pas une réforme, c'est une augmentation de cotisation, et c'est la poursuite à 2035 de la durée de cotisation. Donc c'est quand même une réforme à minima. Donc on a une grosse expérience. C'est la réforme qui est, pour l'instant, la plus longue qu'on n'ait jamais vue. Il y a un moment donné, on a toutes les données.
C'est surétudié. C'est juste un problème de décision. Et je pense que quand on est élu pour concerter. Je ne suis pas pour une société bloquée, violente, brutale. Alors, je suis heureux qu'on puisse parler. Mais à un moment donné, les gens vous ont élu pour agir. Et donc, il faut agir. Il faut décider. Alors, je sais bien qu'il y a des élections municipales. Mais en France, il y a des élections tout le temps. Donc, si une réforme difficile est toujours arrêtée par la prochaine élection, j'aime autant vous dire que ça prendra du temps. Le budget 2020, il y a des prévisions de déficit public de 2,1% et des prévisions de croissance d'1,4%. C'est pas si mal? On est le plus mauvais élève de la zone euro. C'est-à-dire qu'on peut toujours se contenter d'être le dernier à côté du radiateur, quoi. Mais non, ça ne... Enfin, j'essaie de ne pas être caricatural, mais il y a une croissance un peu meilleure en France que dans d'autres pays de la zone euro pour une raison assez simple. L'Allemagne, par exemple. Oui, mais pour une raison assez simple, c'est qu'on est moins soumis aux difficultés du commerce international. Alors, c'est une faiblesse quand tout va bien, ça peut être une force. Enfin, globalement, c'est quand même une faiblesse. Donc, nos faiblesses nous protègent là-dessus. C'est pas extraordinaire. Et puis, on a donc un déficit très élevé, on a des dépenses publiques qui restent très élevées, qui continuent à augmenter, on a une dette très importante. Mais il y a des taux d'intérêt très bas. Et du coup, on peut se permettre peut-être de faire de la dette cette fois-ci, éventuellement. Vous savez, j'aime l'escalade. Je l'ai encore montré cet été. On a compris, on va en parler. Et honnêtement, je pense que là, c'est du lâcher-prise. On est en train de lâcher prise sur les finances publiques. Et les finances publiques, c'est pas une affaire de comptable, c'est pas une affaire financière. Les finances publiques, c'est au fond le pouvoir d'achat des Français. Parce que tout ce qu'on vous prend en impôts, c'est de l'argent que vous ne retrouvez pas. Alors vous le retrouvez en service public, sans doute, mais enfin, c'est autant d'argent que vous n'avez pas pour consommer. Et c'est autant d'argent que les entreprises n'ont pas pour investir. Donc vous dites à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, vous n'êtes pas au rendez-vous de votre promesse sur les finances publiques. Non, ils ne sont pas au rendez-vous de leur trajectoire, c'est-à-dire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, c'est-à-dire avec un quinquennat axé sur l'assainissement des finances publiques. J'étais là-dessus d'accord avec Emmanuel Macron. Je vois aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et que tous les jours, ça nous montre que ce n'est pas le cas. Je le disais déjà l'année dernière, on ne croyait pas. C'est encore vrai cette année. On aura en plus un déficit en 2020 qui sera probablement plus important que celui qui est prévu. Une dette qui augmente. Vous vous rendez compte qu'avec l'Allemagne, qui elle-même a ses propres difficultés, mais avec l'Allemagne, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, la différence entre les excédents allemands et les déficits français, c'est 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, c'est plus qu'un budget français. C'est un retard d'un budget français. On est quand même dans une situation un peu meilleure et j'ai l'impression que vous, là, vous êtes président de la Commission des Finances, donc vous connaissez les chiffres par cœur, vous avez travaillé vos dossiers, mais on a le sentiment que l'opposition des Républicains, vous êtes toujours dans le parti, vous êtes toujours à fond avec eux, parce que c'est un peu atone, c'est un peu... À fond, je ne sais pas, mais je suis républicain. Pas tout à fait à fond. C'est ma famille politique. Oui, mais bon, un peu de loin. Mais on peut être plus ou moins d'accord avec ce qui se passe. Je pense que les républicains sont absents de la rentrée politique, ce qui est une drôle d'idée uniquement pour faire des élections internes. Donc on peut se regarder le nombril pendant longtemps, on peut débattre ensemble pendant longtemps, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, ce qui compte, c'est au fond ce qu'on dit aux Françaises et aux Français. Bon, j'espère qu'il y a beaucoup de talents individuels dans ce parti. C'est vrai localement, avec des maires, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale. Beaucoup. Donc c'est pas un problème de talent individuel. C'est quoi? C'est que ça ne s'exprime pas. C'est une question de travail. Les talents individuels s'expriment par une médiocrité collective. C'est un peu un problème qu'il faut essayer de résoudre. J'imagine que le futur président des Républicains saura résoudre cela. Alors, parce que du coup, c'est Marine Le Pen, c'est Marion Maréchal Le Pen, c'est la France Insoumise, alors pour vous? Qui quoi? Le meilleur opposant? Qui est le plus opposant? Moi, je ne fais pas de classification. Ouais. Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas pour une opposition caricaturale. Je pense qu'on a besoin d'une opposition et je crois puissamment dans les idées de la droite. Sauf que beaucoup de gens ont des idées individuelles, assez peu d'idées collectives. Il faudra à un moment donné que les Républicains se ressaisissent. Et que si possible, on ait moins de différents personnels et qu'on montre plus notre différence sur le plan des idées par rapport à la République en marche. Valérie Pécresse, par exemple? Non, mais je rejoins personne. Je ne suis pas dans une écurie. Je suis d'une famille politique. J'ai envie qu'elle se construise ensemble. On le doit à la France et on le doit aux Français. Valérie a fait le choix de sortir des Républicains. Je pense qu'elle aurait dû y rester et continuer, évidemment, à agir. Mais enfin, elle n'est pas bien loin. Et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Deux questions très précises. Vous étiez trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous êtes aujourd'hui encore mis en examen pour complicité de financement illégal de cette campagne. Et Mediapart laisse entendre que l'argent, le fameux argent libyen, ça aurait été en partie distribué en prime, en liquide, aux membres qui ont fait la campagne, aux collaborateurs de cette campagne de 2007. Et l'estimation est à 250 000 €. Alors, le journal du dimanche évoque un certain nombre d'arguments contre, mais moi je veux votre réponse publique, officielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais je réponds rien. Il y a très longtemps que je ne commande plus les articles de Mediapart.
Le meilleur commentaire, c'est l'article du JDD, et puis on laissera la presse en parler, et puis on verra ce que la justice dira. On verra. Ça fait 10 ans qu'on me... ça fait 10 ans, au fond, qu'on me met en question. Donc on verra bien. On verra bien. C'est faux. Vous dites c'est faux quand même, ou pas? Ou c'est vrai? Non, je ne commente... C'est faux, bien sûr. Je ne commente plus les articles de Mediapart, ni aucun article là-dessus. Il y a des instructions judiciaires, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Et laissons-les aller jusqu'au bout. Je remarque que la justice, alors individuellement, les juges peuvent se tromper, mais collectivement, la justice se trompe assez peu. Donc je suis d'une sérénité absolument totale, avec à la fois ce que j'ai fait, et puis évidemment avec ma propre conscience, et j'espère avec la conscience des autres. Dernière question, une photo de vous escaladant l'aiguille d'Argentière à Chamonix. C'était le 12 août dernier, et qui a été très très moqué sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mais en revanche authentifié par votre guide, Jean-François Charlet, par l'Office de tourisme de Chamonix, qui a dit que oui, vous étiez en train bien d'escalader, alors qu'il y a eu des lazzis sur la photo, parce qu'elle a été prise d'une façon assez étonnante, on va peut-être la voir. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est mais pourquoi vous avez eu besoin de mettre cette photo sur les réseaux sociaux? Vous voyez ce que vous avez pris? Parce que j'aime bien. Oui, mais alors, j'aime bien l'alpinisme, et c'est Jean-Franck Charlet, c'est l'Office de haute montagne, et ainsi que la compagnie des guides. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Il y a un guide au-dessus, une corde. C'est une photo prise telle qu'elle est. Il y a un moment donné, vous avez du mal à vous expliquer, mais c'est comme pour l'affaire d'avant, si vous voulez. On peut toujours tout transformer. On peut toujours tout vouloir montrer. Enfin, je veux dire, la vérité, c'est que c'est une vraie photo. Elle est assez simple, la vérité, souvent. Elle est plus simple qu'on croit. Et au fond, moi, j'aime l'alpinisme. Au mois... Mais vous tous les pas, mois. Vous aviez besoin non, de mais tous les l'afficher. ans, je le fais. Tous les ans, je fais une photo. Regardez ceux de l'année d'avant. C'est bien plus spectaculaire que ça. Et puis en plus, j'aime autant vous dire, pendant toute l'année, je tweete. Mais je fais des tweets. Pendant toute l'année, je tweete des trucs qui peuvent ennuyer sur les finances publiques. Alors là, vous aviez envie de faire un peu sourire. Au mois d'août, je fais autre chose. Et ben, voilà, je montre que j'aime l'alpinisme, et j'aime bien montrer que l'alpinisme, c'est quelque chose d'important. Alors, si les gens moquent l'alpinisme et la montagne, c'est leur problème. Les moqueurs resteront des moqueurs. Moi, je pense au contraire vous continuerez à faire que de la montagne est l'alpinisme. quelque chose d'important. C'est une belle valeur morale et mentale, la montagne, pour ceux qui Merci beaucoup Éric Woerth d'être venu sur notre plateau. Face à Duhamel, tout de suite, c'est à face de Sophia Chikirou.